là que vous avez sous les yeux, là, pour certains, mais je vais faire au mieux. En tout cas, bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce quatrième webinaire où, comme Barbara vous l'a présenté, on va parler de la raison d'être d'entreprise. Pourquoi une raison d'être d'entreprise? Alors, on pourrait en parler pendant des heures et on a choisi ici de s'arrêter, de faire un focus sur trois points principaux. Alors pour démarrer, qui suis-je? Donc Aurélie, je suis alsacienne, j'ai plusieurs projets dans ma vie, dont celui de ma propre entreprise qui s'appelle Explorez-vous. Je suis consultante et formatrice, consultante sur les thématiques de raison d'être. Depuis plus de 5 ans maintenant, j'accompagne des individus, des particuliers, dans leur parcours de réflexion, personnel et professionnel à travers l'outil de bilan de compétences que je mène avec l'Ikigai, qui est en effet un outil dont je vais vous parler aussi tout à l'heure parce qu'il s'applique de la même manière à la thématique de l'entreprise. Je fais également de la formation autour de la communication interpersonnelle avec des outils que j'affectionne beaucoup comme la CNV ou le DISC. Et puis, il y a ces accompagnements d'entreprise autour du sujet de la raison d'être. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Alors, euh, alors déjà, j'aimerais vous poser la question suivante. Est-ce que vous pourriez me donner le nom d'une entreprise, d'une marque que vous aimez, qui vous inspire, et peut-être en un mot nous expliquer pourquoi. Donc, je vous invite à utiliser le chat pour cela. Une entreprise, une marque, peut-être un produit que vous achetez couramment, et donc pour quelle raison? Pourquoi une marque qui est présente dans votre quotidien vous plaît? Qu'est-ce qu'elle a de différenciant? Pourquoi elle vous inspire? Je vous laisse un petit moment pour cela. Alors, j'ai bien hâte de voir vos marques et vos inspirations. Décathlon. Pourquoi Décathlon en quelques mots? Alors, la marque Decathlon, au-delà de ce qu'on peut entendre ces derniers temps, c'est une entreprise avec des valeurs très fortes qui sont orientées aussi bien vers le consommateur, mais vers les collaborateurs. Il y a vraiment beaucoup d'investissements qui est mis autour des collaborateurs de l'entreprise au service du client. Donc, je trouve que c'est un écosystème qui est plutôt équilibré à mes yeux. Mhm. Ok. Donc des actions envers l'extérieur, mais aussi en interne. Cédric qui nous dit Apple pour sa prise de conscience de l'expérience utilisateur avant tout. Ok. Marion qui nous dit éthicable. Oui, c'est donc des produits de consommation, enfin de nourriture, et du coup pour moi alors ça à la fois il y a une éthique puisqu'il y a une garantie de comment les gens parce que c'est souvent des produits exotiques, donc comment les gens sont aussi considérés et rémunérés sur le produit qu'on importe, à la fois c'est bio, donc pareil, ça respecte une autre valeur qui est importante pour moi et à la fois, comme dit, c'est exotique. Et donc c'est différent, enfin, c'est voilà, c'est différent c'est un peu extraordinaire, quoi, en tout cas. Mhm, Voilà. merci. Sandra qui nous dit Nivea, des bons produits et pas cher. En plus, il y a la notion de prix évidemment. Et bons produits qui répondent donc à un certain besoin personnel. Oui, c'est ça, je trouve que c'est des produits qui sont faciles à utiliser, enfin pour moi, qui rendent le service attendu, enfin l'efficacité attendue, voilà.
Et ils sont faciles à trouver, ils sont faciles à utiliser. Ouais. Donc j'ai entendu des notions de valeur dans ce que vous avez évoqué. J'ai entendu la notion de prendre en compte mon besoin, autant avec l'expérience utilisateur de Cédric qu'avec ce que toi tu nous partageais, Sandra. Parmi ces choses-là que vous avez évoquées, et on pourrait en citer encore plein d'autres hein, en fonction de chacun chacune, et ben il y a des choses, vous allez voir, qu'on va parcourir aujourd'hui, qu'on va évoquer en lien avec le sujet de la raison d'être. On va voir comment ça va nourrir et intervenir dans le sujet de cette raison d'être. Et puis deuxième question, dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez aujourd'hui, que ce soit la vôtre ou que ce soit en tant que salarié, est-ce que vous connaissez la raison d'être de votre entreprise? Cette entreprise a-t-elle une raison d'être qu'elle a peut-être déjà communiquée? Est-ce que vous la connaissez? Et là aussi dans le chat, si vous voulez bien partager 1 si c'est oui, 2 si c'est à peu près, 3 si c'est non, et 4 si ben, finalement cette notion de raison d'être, moi je ne sais pas vraiment trop ce que ça veut dire. Donc on a 1. Les 1, je le devine, là, ce sont nos entrepreneurs qui connaissent bien la raison aujourd'hui pour laquelle ils se lèvent le matin. Très bien. En tout cas, je n'ai pas de 4. Donc, tout va plutôt bien sur cet aspect-là. Marion qui nous dit 2,5. Ok. À peu près pas trop. Intéressant. Bien. Ok. Bon, bah, on a quand même un bon niveau de connaissance de raison d'être, j'ai l'impression. Et ben, je serais bien curieuse du coup de voir comment, à la toute fin, ce que je vais vous partager là aura résonné, aura pu amener comme nouvelle réflexion. Eh bien, on va y aller. Je vous partage ma manière de vous proposer une définition de la raison d'être d'entreprise. Alors, une raison d'être, c'est quoi? C'est d'abord une boussole, un cap. C'est quelque chose, lorsque cette idée de raison d'être est évoquée, va nous permettre de connaître la direction à suivre, le cap et la direction à suivre de l'entreprise. La définition de la raison d'être, ça vient parler aussi de la contribution. Quelle est la contribution de cette entreprise? À quoi elle va servir? Et ensuite, avec l'image du diamant que je vous ai partagée là, c'est comment est-ce qu'elle va créer de la valeur pour ses utilisateurs. Donc, la première personne à convaincre, c'est le consommateur. Mais dans la notion de raison d'être, et j'y reviendrai un petit peu plus tard avec les notions qui ont émergé au moment de l'arrivée de la loi Pacte, dont je vous parlerai un petit peu, eh bien, on est allé plus loin qu'un simple statut d'entreprise. La raison d'être, elle vient amener cette notion de quand je suis entreprise, je viens répondre à un besoin d'un consommateur, mais aussi peut-être d'un territoire, d'un environnement, des autres, et de l'environnement de manière générale, l'environnement avec un grand E. Et on rentre ici, du coup, toute cette notion de protection de la planète, de RSE, on en parlera aussi. Donc pour moi, la raison d'être d'entreprise, elle vient nourrir une démarche RSE, par exemple, elle peut même l'initier. Il n'y a pas de juste sens, tout dépend de la maturité de l'entreprise, de où on part. On parlera aussi de ça dans ce webinaire. Une raison d'être d'entreprise, elle n'est pas abordée de la même manière. Quand une entreprise se crée en s'appuyant sur une raison d'être, ou alors quand elle existe depuis bien longtemps et qu'elle aurait peut-être à transformer certaines choses. Donc ça, c'est une notion fondamentale hein, de la notion de raison d'être d'entreprise, c'est ce lien fort avec l'environnement. Et puis le cœur, alors que ce soit en tant que particulier ou que ce soit en tant qu'entreprise, une raison d'être, c'est quelque chose qui nous fait vibrer, quelque chose qui nous donne envie d'avancer. Donc c'est quelque chose qui nous touche au cœur autant pour soi-même ou pour une entreprise. C'est se sentir fier, se sentir épanoui, et il y a vraiment cette notion de « je suis à la juste place ». Donc je suis en train de faire
quelque chose qui est juste pour moi, pour la planète, et j'apporte une vraie contribution. Alors j'avais envie de faire la lumière aussi rapidement sur d'autres termes qu'on entend beaucoup hein, autour de cette grande thématique de la raison d'être. La vision d'abord. La vision, on est plutôt dans l'idée du pourquoi. Du pourquoi je fais ça. Et la vision, on est plus souvent sur des phrases qui vont donner un cap à 5 ans, 10 ans. La vision, elle peut être très souvent raccrochée à une notion d'utopie ou de rêve. Euh, la vision de Patagonia, par exemple, cette entreprise de fabrication de vêtements éthiques et responsables, sa vision, c'est sauver le monde. C'est pour vous donner un peu un exemple de ça et je vous en donnerai d'autres juste après. On entend également beaucoup parler de la notion de mission. Et la mission, on va plus, elle, la définir comme le moyen, c'est-à-dire comment. Qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je crée au quotidien comme produit ou comme service pour répondre à cette vision. Et finalement, cette vision et cette mission, écrites et mises ensemble, eh ben, elles vont pouvoir venir nourrir la notion de raison d'être. On va venir rajouter à la vision et à la mission cette spécificité de OK, j'ai une vision, je contribue, je crée un produit, mais je contribue globalement à avoir un impact limité sur la planète et pourquoi pas avoir un impact positif. Alors, je vous ai mis ici quelques exemples qu'on pourra vous remettre aussi dans le mail d'envoi euh, du replay. Mais voilà, pour vous donner un exemple, quelques entreprises bien connues hein, que vous retrouvez très aisément en ligne. Patagonia, Ikea, L'Oréal ou encore Michelin. Michelin, j'aime bien la manière dont ils l'ont écrite. Leur vision, par exemple, c'est être un leader de la mobilité durable. Alors eux, ils le marquent de manière très forte. Dès la vision, on note tout de suite cet engagement de durabilité. La mission, comment concevoir des pneus et des services de mobilité innovants. Ils intègrent également les notions d'efficacité énergétique, de sécurité de transport dans leur mission. Et leur raison d'être, on va être dans offrir à chacun une meilleure façon d'avancer. Et cette phrase, vous la connaissez quand vous entendez un peu leur slogan publicitaire. Ça va être une phrase qu'ils vont pouvoir utiliser régulièrement dans leur pitch. Pour une entreprise, que ce soit une grande, une petite ou une moyenne, travailler sur ces notions de vision, mission, raison d'être, c'est un vrai moyen de poser des mots, de clarifier qui on est pour, voilà, pour se présenter avec des mots qui nous ressemblent. Je ne les passerai pas tous, mais voilà, vous les aurez dans le replay, l'ensemble de ces exemples. Eh bien, on va arriver aux fameux 3 grands points que je vous propose de voir aujourd'hui sur pourquoi, c'est quoi l'intérêt en fait de se doter d'une raison d'être dans une entreprise. Et puis vous le verrez juste après, on prendra aussi un temps pour passer sur des premiers exemples de comment mettre en application une raison d'être d'entreprise. Alors pourquoi le premier point? Eh bien le premier point qu'on évoquait dans la définition, avoir un cap, cette direction à suivre. Et là, je voudrais mettre un focus sur l'importance que peut avoir une raison d'être d'entreprise en interne, au sein même de son organisation. Qu'est-ce que ça va avoir comme effet à l'intérieur d'une organisation d'avoir une raison d'être? Eh bien, c'est la direction à suivre. Je me lève le matin, je vais au travail le matin, je sais pourquoi, je sais où je vais. Je sais dans quelle direction je pars moi en tant que solopreneur ou en tant qu'entreprise si je suis si je suis employé. Ça permet de nourrir une stratégie. La raison d'être, ça donne en effet des éléments de stratégie. Je vais à gauche, je vais à droite, quelle direction je prends, c'est très éclairant sur cette thématique-là. Et quand on sait où on va, eh ben, en fait, c'est le premier levier d'engagement des collaborateurs. Savoir où je vais, savoir qu'on va tous ensemble dans la même direction, eh bien, c'est voilà, un premier levier d'engagement. Parce que
Une entreprise, elle est composée de collaborateurs, de partenaires. Chacun de ces partenaires, chacun de ces collaborateurs a sa propre raison d'être. Alors imaginez quand on se rend compte que sa propre raison d'être à soi, en fait, l'entreprise dans laquelle je travaille, c'est absolument pas un endroit où je suis en train de la faire vibrer, ma raison d'être à moi, de la faire avancer aussi. Et bien là, on se rend compte qu'on est en déphasage total entre qui on est et l'endroit où on a son activité professionnelle. Et bien là, c'est le lien que j'ai envie de faire avec le deuxième webinaire qu'on a vécu ensemble dans cette série. On vient atteindre le sujet de la santé mentale de l'entreprise. Des collaborateurs qui sont pas motivés, démotivés, qui même, voire, développent des pathologies, hein, comme le burn-out, comme des maladies professionnelles, parce que ne pas être à sa place, ne pas trouver de sens dans ce que l'on fait, ce sont les premiers moteurs au désengagement d'un être humain ou des collaborateurs d'une entreprise. Je relevais un chiffre là dans des études assez connues, hein, la dernière étude de Gallup qui partageait le chiffre suivant, c'est 85% des salariés dans les dernières études qui sont désengagés. C'est-à-dire qu'ils vont au travail, mais bon, pas forcément de motivation dans leur activité. Et je relevais aussi cette phrase très chouette de Barbara dans le dernier webinaire, quand on parlait justement d'avoir une feuille de route claire dans le cadre de l'organisation d'une réunion. Elle nous partageait, si on sait où on va, alors on peut être créatif. Et dans une entreprise avec des collaborateurs, c'est exactement la même chose. Ou même avec soi-même. Quand on sait où on va, on a envie d'avancer. On a envie de donner le meilleur de soi-même, on a envie de collaborer, coopérer, bref. Le sens, c'est un moteur de motivation essentiel pour donner envie d'avancer. Donc voilà, pour compléter ces quelques mots que vous avez à l'écran, raison d'être égale créativité, efficacité, collaboration possible et grande efficacité d'une organisation. Je vous propose d'aborder ensemble le deuxième point de cette question pourquoi une raison d'être d'entreprise. Eh bien pour moi, il y a aussi cette notion de... Alors là, on a vu ce qui se passe à l'interne. Et à l'externe, vu de l'extérieur, avoir une raison d'être claire, identifiée, c'est aussi un moyen de mieux communiquer sur son marché. Une raison d'être, ça sert à nourrir sa visibilité et sa com. C'est un élément de différenciation qui va permettre de trouver facilement sa cible. Alors par exemple, des marques comme Veja ou Kabaya, bien connues pour la conception éthique, responsable de leurs sacs ou de leurs chaussures, elles n'ont pas une part de marché énorme, mais par contre, elles trouvent pile poil leur cible, parce que leur raison d'être, leur engagement sont clairement affichés. Là, on a vraiment le modèle d'entreprises qui se sont créées sur un modèle éco-responsable. On peut se rendre compte, comme sur les exemples que je vous ai partagés tout à l'heure, dans le sujet de la communication, là, on va pouvoir voir émerger les thématiques qu'on entend bien souvent, malheureusement, de greenwashing. On va avoir une très belle raison d'être, hein, un truc bien bien joli, une très belle phrase, mais quand on regarde concrètement quelles sont les actions concrètes de cette entreprise au quotidien, on a des déphasages totaux entre ce qui est annoncé et ce qu'on voit réellement. Il y a des scandales parfois hein, qu'on a pu voir autour de grandes marques ultra connues qui donnent des désillusions entre ce qu'on annonce et ce qui se passe réellement dans l'entreprise. Une raison d'être, c'est pas que l'annoncer et la communiquer, mais ça va venir impliquer beaucoup de choses sur la manière dont on agit, sur la manière dont on fabrique son produit,
Euh, voilà ce que je voulais vous communiquer là-dessus. Ça peut être très facile de tomber dans une situation de greenwashing quand on n'a pas totalement appliqué son projet de raison d'être à chaque strate de l'entreprise et de la même manière avec chaque partenaire. Il me semble d'ailleurs que c'est la petite idée que je voulais vous partager ici aussi. C'est qu'une raison d'être d'entreprise, c'est pas que pour soi, mais ça va venir impliquer tout son écosystème. Dernier chiffre aussi que j'ai relevé là lors d'une conférence que j'écoutais par BPI France, c'est qu'on a aujourd'hui 90% des consommateurs qui attendent une marque engagée. Donc ça, voilà encore une raison pour laquelle une raison d'être euh, est identifiée et appliquée, bien sûr, pour une entreprise, ça peut être un vrai levier de différenciation euh, pour se démarquer face à la concurrence, tout simplement. Et puis, j'en arrive au troisième point que je voulais vous partager aujourd'hui. Eh bien, il y a une autre raison pour laquelle on peut s'engager dans une raison d'être identifiée d'entreprise, c'est la réglementation. Vous avez peut-être entendu parler de la loi Pacte de 2019, Plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises. Donc, je vous soulevais un peu ce sujet tout à l'heure dans la définition, mais qu'est-ce qu'elle amène finalement cette loi? Elle amène déjà tout un volet de simplification et de guichet unique pour toutes les démarches liées à la création d'entreprises et à son développement et à son quotidien de vie. Mais elle amène aussi cette notion de il n'y a pas que le profit. Une entreprise, elle a un objet économique, bien entendu, mais la loi Pacte propose à ce qu'elle ait également un objectif d'impact social et environnemental. Donc c'est de là qu'on a entendu parler des fameuses entreprises à mission et de différents labels. Labels tels que Bicorp, l'ISO 26000 ou les entreprises à mission. Là, on rentre dans le champ très très large de la RSE, responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Et ces labels cette société à mission eh bien, sont là pour engager, encourager les entreprises à aller plus loin que de n'être que des objets économiques et à prendre en compte dans toutes leurs actions, dans leur stratégie, depuis leur stratégie d'entreprise, eh ben, l'impact qu'elles vont avoir auprès de la société et sur l'environnement. Et la raison d'être, justement, comme je vous le disais dans la partie mieux communiquer, va venir prendre en compte l'ensemble de son écosystème. Elle a un rôle, l'entreprise, dans son écosystème. Et là, il y a une notion intéressante que je voulais vous partager. Donner égale recevoir, c'est-à-dire une entreprise va se dire, ok, alors j'ai mon objet économique, là, j'ai ma stratégie, ma production, voilà, mais je vais également dire que je vais aller porter différentes actions pour amener un impact positif auprès de la société, auprès de l'environnement. Moi, quand j'ai replongé dans toutes ces notions de permaculture, comment fonctionnait notre environnement, eh bien, j'ai repris conscience d'une certaine chose qui m'avait beaucoup éclairé à l'époque. Si vous imaginez plusieurs espèces végétales qui sont implantées sur un coin d'un bout de jardin, et ben on va avoir la plante A qui va peut-être venir soutenir de par l'apport en eau qu'elle va pouvoir partager à la plante B. Donc là, elle va être dans un don total de ressources qu'elle va partager avec B. Et puis finalement, elle va attendre peut-être un retour de B en se disant, bon ben toi, moi je te donne mon eau, et toi, qu'est-ce que tu me donnerais en échange? Et ben la nature, elle fonctionne pas de cette manière-là. Quand une plante donne à l'autre, elle n'attend pas forcément quelque chose en retour. En revanche, à côté de A et B, il va peut-être y avoir la plante qui s'appelle C, qui elle va avoir un peu de hauteur et va pouvoir apporter de l'ombrage, par exemple, à A, qui en a besoin quand le soleil est trop fort. Et donc, je veux dire par là que cette notion-là, on a tendance à l'oublier dans le fonctionnement humain, le fonctionnement de nos propres écosystèmes. Le retour qu'on a dans quelque chose qu'on accepte de donner ne vient pas forcément de l'endroit où on a donné. Par exemple, une entreprise qui va
être vertueuse en termes environnementaux et sociaux, bah, c'est peut-être pas directement de son territoire ou de son partenaire avec qui elle a œuvré qu'elle va avoir un retour, mais là, en l'occurrence, elle pourra avoir un retour très fort de la part de ses consommateurs, qui directement eux-mêmes n'auront rien reçu, hein, des impacts des actions que l'entreprise aura menées avec différents partenaires. Je vous donne un exemple, une entreprise pour compenser ses émissions carbone pourrait faire de la replantation de forêts, par exemple, comme le fait le moteur de recherche Ecosia, par exemple. Mais elle va avoir un retour très très fort de ses consommateurs. Et on revient à cette notion qu'on évoquait en point numéro 2. Quand j'ai une raison d'être à affirmer, je trouve ma cible, je trouve mes consommateurs qui vont entendre les valeurs que j'ai, entendre la position que j'ai, et c'est ça qui va les séduire. Donc voilà, cette petite notion qui me plaît bien, que j'avais envie de vous repartager aujourd'hui. Oui, j'avais envie de vous partager aussi ce sujet. Peut-être que c'est des questions qui vous interpellent. Voilà qu'on en arrive avec cette raison d'être tout de suite à nous parler de entreprise à mission, label, toutes ces choses-là qui ont des coûts, parfois qui peuvent être pas forcément accessibles pour des petites, toutes petites, moyennes entreprises. Eh bien moi là-dessus, j'ai envie de partager quelque chose qui moi, m'importe beaucoup. Les labels, les signes de reconnaissance, c'est très bien, c'est une chose. Mais il y a cette phrase que j'aime beaucoup qui est: ce que tu fais parle plus fort que ce que tu dis. Tout ça pour dire que pour être en phase avec cette raison d'être, il s'agit simplement d'agir. Et les actions qui sont justes, elles sont vues, et elles sont entendues, et elles crient, et elles parlent très très fort. Donc nul besoin finalement d'aller chercher toute la collection de labels, de panoplies de reconnaissance qu'on pourrait avoir, même si bien sûr vous allez me dire, eh ben, si on veut répondre parfois à certains appels d'offres, à certaines obligations de certains partenaires, on nous exige certaines reconnaissances de qualité, bien sûr, tout ça existe. Mais il y a aussi le simple fait de faire et faire des choses justes et faire pour prouver finalement que on applique de manière juste ce qu'on dit. Voilà. J'avais envie de vous partager ce magnifique dessin de notre chère Barbara, de notre artiste. Là, encore une fois, elle nous prouve de quelle manière, en une seule image, on peut euh, parler de 1000 mots. La raison d'être, c'est le moteur de votre bateau. C'est le cap, c'est ce qui fait avancer. C'est ce qui fait que quand il y a un trou dans la barque, eh ben, il y aura des gens pour écoper. Parce que je vais y venir juste là. Poser une raison d'être, c'est pas juste évoquer quelques mots, trouver les mots justes pour partager un petit bout de qui on est et de ce qu'on veut faire. Mais la réalisation derrière, elle demande parfois beaucoup d'efforts. Et on va le voir avec les exemples que je vais vous partager là. J'en viens donc au sujet, eh bien, comment? Une fois que je l'ai identifié, une fois que j'ai travaillé ma vision, ma mission, comment est-ce que je fais pour l'appliquer, cette raison d'être? Il y a bien souvent ici des exemples que je peux prendre d'organisation où on a des dirigeants, par exemple, et toute une équipe de collaborateurs. Vous verrez de quelle manière ça peut résonner beaucoup. Alors déjà, la première chose, quand on veut avoir une raison d'être authentique, une raison d'être vraie dans une organisation, en fait, c'est avoir envie. C'est pas plus bête que ça. Avoir envie, c'est la première chose. Parce que quand on parle d'une vraie raison d'être, en fait, on parle de choses bouleversantes, parce que on va peut-être venir à des changements de paradigme, tout simplement, disons-le, hein, une manière de voir l'entreprise totalement différente. Avoir envie, par quoi ça passe?
Ça passe déjà par avoir un niveau de conscience et de lucidité au sommet des organisations. Tout là-haut, 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 perché. Et que à ces endroits-là, on se dise de manière sincère, on peut faire autrement. Alors là, ça passe par plein de choses, hein, sur des exemples produits. Vous avez pu voir déjà dans vos consommations quotidiennes, hein, réduction de nos emballages, utilisation de matériaux beaucoup plus facilement recyclables que des plastiques qui ne l'étaient pas auparavant. Euh, mais tout ça, ça demande de l'engagement des sphères dirigeantes. Ça demande que la prise de conscience des dirigeants de l'entreprise, elle soit là, elle soit forte. Vous vous rappelez peut-être tous ces produits hein, qui utilisent cette fameuse huile de palme. À un moment, il y a quelques années, je voyais ce gros remue-ménage là sur les réseaux sociaux. Mais en fait, on se posait pas trop la question, mais pourquoi l'huile de palme en fait serait plus mauvaise pour notre santé qu'une autre? En fait, le sujet n'était pas là du tout. Et j'ai pu le voir et être moi-même très fortement conscientisée. En 2017, j'ai passé du temps en Indonésie chez un fermier euh, et qui me racontait, et je le voyais au quotidien, était très très impacté par le sujet de l'huile de palme. Donc j'ai essayé de comprendre pourquoi. Et je l'accompagnais dans ses champs, on plantait des cacahuètes. Et quand je suis partie planter des cacahuètes, donc il m'a donné un sac de cacahuètes, il m'a dit, ben tiens Aurélie, ton job aujourd'hui c'est d'aller planter les cacahuètes. Mais il m'a dit, fais attention là-bas dans les arbres, il y a des singes. Il ne faut pas qu'ils te voient faire. Ne leur montre pas comment tu plantes les cacahuètes. Et je me disais, mais pourquoi est-ce qu'il me parle de tout ça? Comment ça se fait qu'il ait des singes ici? Et en effet, la nuit, il était envahi par les singes qui venaient lui piquer de la nourriture partout dans ses champs. C'était un problème très nouveau pour lui qu'il n'avait pas avant. Et il m'a expliqué qu'un peu plus loin, juste après la phase de forêt que je voyais, il y avait l'océan. Et il m'expliquait que eh bien, des zones entières de mangroves étaient complètement détruites aujourd'hui et des entreprises venaient y planter de l'huile de palme. Et l'huile de palme, pourquoi? Parce que c'était une huile très bon marché et qu'elle était en train d'envahir les marchés de l'agroalimentaire parce qu'elle était extrêmement bon marché. Mais l'impact qu'avait l'huile de palme partout dans le monde, c'était la déforestation et le fait de détruire des zones de biodiversité. Et donc voilà, je vous donne un exemple d'impact que ça pouvait avoir. J'étais avec ce fermier, il ne savait plus comment faire pour faire en sorte que les singes et les animaux ne viennent pas se nourrir chez lui la nuit. Dès qu'on avait laissé les champs tranquilles, c'était l'invasion. Je vous raconte cette histoire parce que quand on prend conscience de ça, eh ben, je peux vous dire qu'on n'a plus du tout envie d'aller acheter des produits avec de l'huile de palme. Donc le comment faire prendre conscience à l'ensemble des dirigeants de la planète que parmi les grandes entreprises, et les petites, les moyennes, les grandes, il y a énormément de choses qui pourraient changer parce que l'impact qu'on a, il est néfaste et parfois le problème est qu'on ne va pas voir jusqu'au bout. Et bien, si on allait tous se renseigner un peu plus sur l'impact réel qu'ont les choses, on arriverait à ouvrir les yeux sur beaucoup de choses et ça permettrait en effet de changer beaucoup de paradigmes et de changer beaucoup de choses. Donc ça, c'est un exemple produit de comment changer un produit dans une entreprise et comment faire autrement. Bah ouais, en fait, on peut faire autrement. On peut produire avec une huile différente que l'huile de palme et on va peut-être augmenter de quelques centimes son prix, mais on va aussi pouvoir communiquer à son consommateur que non, ce produit-là ne va pas participer à la déforestation massive de la planète parce que l'huile utilisée est une huile qui n'a pas ces impacts-là, par exemple. Sur les aspects de management, alors j'ai mis là une liste avec une faute d'orthographe, je viens de le voir. Une liste, avoir envie, ça passe par manager autrement. Alors ça peut être un management durable, juste, plus humain, authentique, respectueux, tout ce que vous voulez. Et je lisais dans un bouquin une phrase qui m'a beaucoup plu. Les managers peuvent empirer ou améliorer les conditions de vie de milliers de personnes. C'est la phrase de monsieur Demurger, c'est le directeur de la Maïf Assurance.
qui a pris conscience de ça à un moment dans son activité quand il a pris les rênes de l'entreprise. Il s'est rendu compte à quel point, avec juste une manière de parler à ses collaborateurs, une manière de rédiger ses mails avec respect, avec bienveillance, ça participait au bonheur et au bien-être de ses salariés. Et bien sûr que là, on a un levier incroyable de motivation des équipes. Mais voilà, ça demande de la conscience et de l'envie de certains des managers et dirigeants de juste faire autrement. Mais si la notion d'envie n'est pas là, ben, il se passera bien évidemment rien du tout. Deuxième sujet, attendez, avant d'arriver là, hop, je vous mets l'image. La notion de leadership courageux, la notion de courage. Alors comment appliquer ça? Alors déjà, vision, mission, raison d'être authentique, c'est-à-dire j'écris une vision, une raison d'être, mais je l'applique. Mais en l'appliquant sur des entreprises qui existent par exemple depuis bien longtemps, qui ont envie de changer du coup de modèle, eh bien ça peut avoir des conséquences importantes sur leur modèle d'affaires. Ça passe déjà par oser dire la vérité, bien sûr. Oser dire la vérité, c'est dire par exemple que si dans mon entreprise je décide de prendre un virage, ben oui, ça aura à un moment un impact peut-être sur ma productivité, ça aura peut-être un impact sur certains métiers, ça aura peut-être un impact sur certains produits. On va dire, ben, il est temps de les arrêter parce que on ne peut pas les transformer pour qu'ils réduisent considérablement leur impact sur l'environnement. Donc, avoir une raison d'être et l'appliquer vraiment, ça peut avoir un impact très fort sur son modèle d'affaires. C'est donc aller, comme je le disais juste avant, vers du faire autrement. Et faire autrement, je vous donne l'exemple de Mustela, ces produits que vous retrouvez là, les produits bébés en pharmacie par exemple. Mustela, ils ont décidé il y a quelque temps de proposer aux pharmacies l'implantation de distributeurs en vrac pour réduire justement leurs emballages plastiques. Et les pharmacies leur ont répondu: ah ben non, votre truc là il prend trop de place, juste pour vos produits, c'est pas possible, et ça a eu un flop total. Qu'est-ce qu'a fait Mustela? Ils se sont dit: bah c'est pas possible, donc si on veut vraiment implanter ce distributeur, en fait il faudrait qu'on soit plusieurs marques à avoir nos produits dans les distributeurs en vrac. Ils sont allés voir leurs concurrents, d'autres marques, et ils ont réussi à proposer ces distributeurs en pharmacie. C'est complètement disruptif d'aller se dire: je vais aller voir mes concurrents pour leur dire: venez, j'ai une idée pour qu'on réduise tous ensemble nos produits, dans nos emballages plastiques, parce que là la problématique est la même pour tout le monde. Et ils ont réussi à implanter en pharmacie de cette manière-là des distributeurs. Autre exemple que je trouve très chouette, celui de la Camif, qui est un fabricant de meubles français. Pareil, hein, hyper engagé, petite part de marché, mais en revanche une cible qui est là parce qu'ils produisent tout en France avec du bois français. Et quand Emery Jacquard a repris la direction de l'entreprise, il a proposé à ses actionnaires de réimplanter le centre local le centre d'appel en France. Et on lui a dit: mais tu es complètement fou, tu ne peux pas faire ça, ça ne marchera jamais. En effet, le business model ne fonctionnait pas juste pour la Camif, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a proposé à d'autres entreprises de mutualiser ce centre d'appel pour d'autres produits et d'autres services. Et là, le système a fonctionné et fonctionne toujours d'ailleurs. Donc voilà en quoi avoir une vraie raison d'être, ça peut aller vers des idées de génie en fait. C'est d'aller vers de la coopération, de la mutualisation et du concrètement faire autrement. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, il y a beaucoup de mes inspirations que j'ai trouvées dans ce livre qui est écrit par Fabrice Bonifay, le directeur du C3D en France, qui dit: renoncer, ce n'est pas se suicider, mais c'est se réinventer. Et je trouve ça extrêmement inspirant. Et puis enfin, je vous parle de quelques outils, parce que pour engager une transformation d'entreprise ou créer une entreprise avec une raison d'être affirmée, c'est peut-être se doter de certains outils. Là, je vous partage mes inspirations à moi. Moi, j'ai beaucoup été inspirée par la permaculture des organisations. Oui, on peut faire de l'agriculture en entreprise et même dans notre quotidien.
La permaculture, je ne rentrerai pas dans le détail, mais c'est cette notion de prendre les exemples de fonctionnement de la nature et de faire fonctionner nos systèmes, notre société, en fait, sur ces modèles-là. Ça n'a rien inventé. Il y a des tas de choses qu'on fait déjà, mais ces concepts sont extrêmement inspirants et super bien structurés pour accompagner nos organisations dans quelque chose de vertueux. Moi, j'utilise beaucoup l'ikigai, qui est le deuxième exemple que je vous montre ici, l'ikigai d'entreprise. Ikigai en japonais, ça veut dire raison d'être. Pourquoi j'ai envie de me lever le matin? Et ça passe par plusieurs questions. Il y en a 4. Qu'est-ce que j'aime faire dans la vie? Qu'est-ce que j'aime faire avec mon entreprise? Où sont ses talents? Quelle est sa valeur ajoutée? À quel besoin profond ça répond? Et enfin, quel est son business model? Donc ça s'applique autant à l'individu qu'à une organisation. Et voilà, moi je vous propose ici une image des sphères de l'ikigai que moi je retravaille un petit peu quand j'accompagne en ikigai d'entreprise. Avec le fameux pourquoi, le fameux comment et le fameux quoi. Et le mix de tout ça nous permet d'avoir une belle raison d'être. Bien évidemment, on est là totalement dans le champ de la RSE, responsabilité sociale et environnementale des sociétés. Et puis en termes d'outils, bien sûr qu'une entreprise peut aller utiliser les cahiers des charges des labels de certification pour engager une démarche, que ce soit l'ISO 26000, Bicorp, Lucie ou toutes celles qui existent, qui peuvent être des grandes sources d'inspiration aussi pour aller vers une raison d'être engagée. En synthèse, on a parlé donc de cette raison d'être d'entreprise qui est une vision, un cap qui nous permet d'avoir une visibilité auprès de nos consommateurs et c'est un vrai élément de différenciation. On a vu aussi que ça mobilisait fortement les collaborateurs de l'entreprise qui permettaient de gagner en efficacité. Encore une fois, je le rappelle, il ne suffit pas juste d'avoir une raison d'être affirmée. Le fonctionnement à l'interne de l'entreprise, et ben là aussi, il y a de vraies choses à mettre en place pour être aligné avec ce qu'on affirme. Ça permet de répondre à une réglementation. Ça peut être un des moteurs pour essayer d'avancer dans cette direction-là. Bien sûr que ça demande du courage, ça demande des prises de conscience et ça passe bien souvent par des changements. Et puis des tas d'outils sont là pour y arriver. Voilà en quelques mots ici le nuage de mots un peu de cette présentation que je vous partageais là. Et puis pour finir, je vous rappelle mes zones d'activité. Donc les bilans de compétences à destination des particuliers, qui sont ou individuels ou collectifs, parce que moi je suis une grosse mordue de l'intelligence collective. Depuis l'année dernière, de l'ikigai jeune, parce que autant prendre le sujet au démarrage, à la source. L'ikigai, c'est ça finalement, c'est revenir à la source. Donc accompagner avec ma collègue Loïse Kosman de Coréo les jeunes pour mieux s'orienter. Et puis bien sûr, cette grande thématique que j'affectionne aussi beaucoup et celle sur laquelle je travaille avec mes partenaires de choc, Carla, Barbara et Christophe, sur l'accompagnement d'entreprises pour identifier leurs raisons d'être. Parce que nous, on y croit fort que c'est un lien très fort avec ce qu'évoquait Carla en termes de leadership, également d'entreprise que d'avoir une raison d'être affirmée. Je vous ai mis ici mon lien Calendly pour échanger si vous le souhaitez plus longuement sur ces thématiques de raison d'être. Et puis j'en arrive à la fin et à autant de questions-réponses si vous le souhaitez. Merci beaucoup pour votre attention, votre présence. Merci Aurélie, merci. Alors je vous invite, si vous le souhaitez, à ouvrir vos micros et surtout à réagir si vous profitez de la présence d'Aurélie pour poser toutes les questions que vous n'avez jamais osé poser autour de ce sujet qui est la raison d'être. Je les partage aussi, expérience personnelle, professionnelle. Voilà, vous pouvez ouvrir vos micros avec grand plaisir pour échanger autour de ce sujet.
Oui, bah du coup, moi je partage. Ça m'intéressait parce que je suis en train de redéfinir bah, l'orientation en fait d'un petit lieu dont je m'occupe et ça doit se faire justement avec des élus, avec une équipe, etc. Et alors, on a réussi à avancer, mais ça vient conforter des choses parce qu'on a quand même travaillé aussi avec un peu ces idées de valeurs, qu'est-ce qu'on avait envie concrètement, même si du coup, on n'a pas trop le champ concurrentiel. C'est un équipement qui est là, qui existe, et en fait, il faut presque lui trouver sa raison d'être parce qu'entre-temps, l'histoire a fait que il y a d'autres structures qui sont venues sur le territoire et qui sont beaucoup plus importantes que nous et qui, du coup, ont nécessité de re-questionner le projet. Et du coup, bah, voilà, ça m'aide quand même à, on va dire, à accompagner le changement qu'on opère justement en justifiant qu'on est parti, je pense, sur voilà, la question de l'envie notamment et la question aussi, oui, de l'environnement, justement. Donc, voilà, je suis contente de pouvoir euh, avoir ces confirmations. Merci beaucoup. Et puis, voilà, d'avoir aussi des nouveaux outils. Merci pour ce partage. Pour rebondir là-dessus, ben, je pense que c'est déjà la configuration de travail là, mais le fait de réfléchir en collectif, de vraiment prendre en compte toutes les parties prenantes, c'est un grand gage de réussite aussi pour l'usage du lieu après. Plus ils vont participer au départ à la définition et la redéfinition de qui est ce lieu, plus ça va être un préalable à la réussite ultérieure. C'est sûr, mais parfois dans des fonctionnements qui sont assez bureaucratiques, c'est compliqué à faire comprendre. Et moi, j'en suis convaincue parce que en tant que manager, je vois pas comment imposer quelque chose, voilà, qu'on n'aura pas discuté. Mais voilà, ça a mis le temps, mais maintenant on avance. Merci. Merci. Il y a cette notion de temps là, justement, Marion dit, ça a mis le temps. On avait pas mal à aborder ensemble cette notion de temps. Aurélie, on n'est plus dans le côté faire vite, mais faire mieux. Exactement. Et ça aurait pu être aussi, parmi tout ça, une recette de la réussite, hein, la notion de temps. Un changement de paradigme, ça se fait pas en un claquement de doigts. Le temps, c'est un vrai ami hein, dans les processus de changement. Il est important de le considérer vraiment. Il y a certaines choses qui ont besoin d'être matures jusqu'à ce qu'elles puissent éclore, en fait. Donc, ouais, elle est importante, cette notion de temps. C'est là qu'on voit aussi le lien avec la nature. Au final, nous sommes des êtres vivants appartenant à une nature et Bah la, oui, f- la plante ne va pas pousser en une nuit. chaque chose en son temps, tout à fait. Frédéric, Sandra, comment vous avez accueilli ce sujet aujourd'hui? Alors, moi, la question finalement du sens et de la raison d'être, c'est vraiment un moteur pour moi. Donc aujourd'hui, dans ma prise de poste, alors moi je bosse en milieu associatif, donc forcément, je dirais que cette notion du projet, elle est centrale. Et pourquoi je suis venue dans cette association? Ben pour son projet, donc c'est-à-dire finalement pour le sens du projet et le service qui est apporté aujourd'hui aux habitants d'un territoire. Ça va faire presque 2 mois maintenant que j'ai pris mes fonctions. Alors, la question du projet, du sens, je l'ai beaucoup travaillé parce que, alors j'ai une mission de direction générale, donc forcément j'ai besoin de comprendre où on va, d'où on vient, qu'est-ce qu'on fait, voilà.
Et je me rends compte que finalement, bon, l'association a une certaine ancienneté et que les collaborateurs qui sont là depuis longtemps, ben, ne se reposent plus cette question. Et je crois qu'il y a vraiment un chantier aussi à mener là pour se rappeler et puis se redire que ce qu'on fait, ça a du sens, que c'est important, qu'on est là aussi pour apporter, je dirais, une contribution à notre territoire et aux habitants qui vivent ici, et comment aujourd'hui, dans l'évolution de notre projet, on associe aussi les habitants à la construction de ce sens et de ce projet. Donc, c'est quelque chose, la notion de la raison d'être qui nécessite aussi d'être alors réinterrogé, mais aussi, comme tu disais, quoi, c'est quelque chose de vivant qu'il faut incarner, qu'il faut rappeler, et dont il faut se rappeler aussi régulièrement pour pas perdre justement ce sens-là. Oui. Mm. Oui, et merci pour ce témoignage, Sandra, parce que ça me permet de partager quelque chose que je vous ai pas encore dit. Mais une raison d'être, elle est évolutive. Pas forcément beaucoup, mais c'est important de la re-questionner parce que cet élément fait partie d'un écosystème qui lui bouge. Tout bouge tout le temps. Donc une raison d'être, elle se re-questionne régulièrement. Et étant donné qu'on est dans le moteur, bah le moteur, on lui remet du carburant, hein, carburant vert bien sûr, mais on lui remet du carburant. Si on s'arrête pas à la pompe à essence de temps en temps, bah on tombe en panne, hein. Donc cette image, elle est hyper importante à garder en tête, hein. Le sens, ça se nourrit. Si ça se nourrit pas, ça ne peut pas durer très longtemps. Toujours à vérifier que la place où je suis là, elle est toujours bonne. Est-ce que je dois mettre un petit pas à gauche, un petit pas à droite Merci en tout cas pour ça. Notre partage de témoignages, on arrive bientôt à la fin de l'heure impartie. Mais Cédric, je vois que tu as enlevé ton Oui, micro. Ouais, c'est ça, voilà. Donc, ouais, moi, je voulais juste te remercier, Aurélie, pour avoir justement rappelé dans la raison d'être, et notamment avec le beau dessin de Barbara, et ce bateau et ce moteur. Et tu as dit une chose que je trouve assez importante, c'est que quand on a la raison d'être d'une entreprise, qui peut être certes très belle sur le papier, on aura aussi à bord des gens pour écoper, mm, s'il y a un trou dans le bateau. Et c'est vrai que souvent, alors on peut avoir les meilleures intentions du monde, afficher les meilleures résolutions du monde, mais ça n'exclut pas qu'il peut y avoir des problèmes en cours de route, des problèmes des fois très importants. Et effectivement, il faut qu'il y ait des gens qui soit compensent, réparent, s'investissent pour faire que le bateau se maintienne à flot et qu'il coule pas. Et c'est vrai que bah, le fait d'avoir une raison d'être affichée et qu'on a envie de défendre, alors oui, ça donne envie de participer pour le meilleur et pour le pire, j'allais dire. oui, C'est-à-dire que voilà, quand les problèmes sont là, c'est pas de les fuir, mais au contraire de se dire, ben, malgré tout, on a le cap, on a le sens, on est attaché à leur roue, et quand il y a des problèmes, on les fuit pas, au contraire, on les affronte et on cherche des solutions et on trouve des solutions. Voilà. parfait. Merci pour ça. Merci. Enfin, ingrédient de la recette sous-jacent parmi Oui. les points que j'évoquais, il y a la notion de culture d'entreprise. Et ce que tu évoques là, ça me fait penser à un exemple que j'entendais il y a très longtemps sur une conférence de Frédéric Laloux, que tu connais aussi bien, Carla. Et il m'avait marqué cet exemple. Alors, je n'ai plus le nom de l'entreprise, mais un dirigeant un jour qui se retrouve face à un mur, qui se dit, ok, ben là, j'ai plus assez de commandes, il va falloir que je réduise mes équipes. Donc, il va dans l'espace de production, il descend dans l'usine, il monte sur une chaise, il appelle tous les collaborateurs, il leur dit, alors voilà, je vais vous dire la vérité. Là, on n'a plus de quoi tenir en commande jusqu'à telle date. Donc, j'ai deux choix. Ou bien j'arrête tous les contrats d'intérimaires, ou bien qu'on trouve une autre solution. Eh bien, tous les collaborateurs ont été d'accord de réduire ensemble leur temps de travail pour ne pas arrêter les contrats des intérimaires et garder tous les effectifs. Donc tout ça pour vous dire que quand on a une culture d'entreprise, quand on dit la vérité et quand on a voilà un management qui est quand même là pour le coup, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui font ça hein, dans la vraie vie,
malheureusement. Mais cet exemple, moi, il m'avait vraiment profondément touchée. Dire, bah là, je suis dirigeant, mais je me mets à nu, en fait, là. Et ça crée de l'empathie. Et quand tu as une culture d'entreprise qui est forte, les employés te suivent. Donc voilà, et ton exemple, ça me fait vraiment penser à ça, ta remarque, Cédric, merci beaucoup. Donc là, il y a des gens pour écoper. Voilà, c'est pour ça que je le partageais. Merci. Alors, bon, du coup, on est un petit peu pris par le temps. Aurélie, je vais te laisser conclure cette série de 4 webinaires. En tous les cas, moi, j'en profite d'avoir le micro pour vous remercier tous les trois, Barbara, Aurélie et Christophe, qui a dû s'absenter en urgence. C'était pour ma part une super expérience. Et grâce à vous, je me suis sentie soutenue dans cette nouveauté. C'était un exercice inédit pour moi. Barbara, merci pour toutes les illustrations que j'ai utilisées pour ma part à gogo. Et toi, Aurélie, aujourd'hui, je le vois aussi. Pour la com, à tous les quatre. Et c'était une super expérience qui en promet d'autres. Voilà, je te laisse le mot de la fin, Aurélie. Merci Carla, bah, je partage, je rebondis. C'était un plaisir de faire ça avec vous. Et merci à notre audience de nous avoir suivis, d'avoir partagé vos idées, d'avoir réagi. Et puis, ben, on compte pas s'arrêter là. Donc, à l'issue de ce webinaire, vous avez nos coordonnées maintenant. N'hésitez pas à nous envoyer vos autres idées hein, que vous auriez encore pu avoir sur ce que vous aimeriez qu'on vous partage. Mais nous, on va vous préparer, c'est sûr, un programme sympa pour je ne sais pas quand. Nous allons le définir ensemble. Là, on reprend le bateau. On reprend notre bateau et on va vers une nouvelle île et on vous dira bientôt comment elle s'appelle. Merci pour votre fidélité. Il y en a quelques-uns qui étaient là présents, les 4 webinaires. Donc, bravo, merci. Merci à toutes et à tous. Très bonne journée et à très bientôt. Oui, merci pour cette proposition et de nous avoir embarqués sur ces 4 temps-là. C'était vraiment un super moment aussi pour moi. Ouais. Merci, Sandra. À très Merci à vous. bientôt et on est Ouais, à très impatients bientôt. d'avoir la suite. Merci. Bonne Merci journée. à toutes.